Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée toujours au cours de l'endocrinologie. Dans cette vidéo, on va parler du pancréas et surtout du pancréas endocrine. Le pancréas, c'est une glande impaire annexe du tube digestif. Il comporte deux parties anatomiques et physiologiquement différentes. Une partie exocrine constituée par les acini, canaux de Wirsing et Santorini, qui déversent dans l'intestin le sucre pancréatique dont les enzymes dégradent les lipides, les glucides et les protides. Et une partie endocrine qui présente l'aspect d'une glande séreuse avec de nombreux îlots, décrits par Langerhans, d'où leur nom îlot de Langerhans. Et c'est cette partie qui nous concerne dans ce cours-là. Donc il faut remarquer que les structures exocrines et endocrines fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Alors comme vous voyez dans ce schéma, le pancréas, il se situe derrière l'estomac, entre l'intestin et la rate. Dans ce schéma-là, vous voyez qu'il est allongé et il possède trois parties. Une partie, la tête, au milieu il y a le corps et à droite ici vous avez la queue. Et il est parcouru par deux canaux, canal pancréatique principal qui est le canal de Wirsing qui parcourt tout le long du pancréas et le canal pancréatique secondaire ou de Santorini qui déverse le sucre pancréatique dans le duodénum. Du point de vue histologique, le pancréas endocrine, il est constitué de deux cellules alpha, bien sûr de 4 cellules, mais ce qui nous intéresse le plus, ce qui intervient dans la glycémie. Donc il est constitué des cellules alpha et des cellules bêta qui sont regroupées en îlots de Langerhans. Les cellules alpha produisent du glucagon et les cellules bêta produisent de l'insuline. Et ce sont ces deux cellules-là ou ces deux hormones qui interviennent dans l'homéostasie glycémique. Donc, comme vous voyez ici, il y a deux autres types de cellules dans les îlots de Langerhans, cellules delta, qui vont libérer la somatostatine. Si vous vous rappelez un petit peu de ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes, la somatostatine, elle est libérée également par d'autres organes et nous avons parlé de l'hypothalamus. La somatostatine, elle est libérée également par l'hypothalamus et elle exerce une action inhibitrice sur l'hormone de croissance. Il y a également, et ici dans le pancréas, elle inhibe la sécrétion de l'insuline et parfois même du glucagon. Alors, et il existe également des cellules que l'on appelle les cellules F ou PP, qui est un polypeptide pancréatique qui intervient également dans l'inhibition de libération du sucre pancréatique exocrine. Alors une petite remarque, c'est que chaque îlot, il contient environ 3000 cellules productrices d'hormones avec la distribution suivante. Donc les cellules, comme vous venez de voir, les cellules alpha, delta et F sont plutôt en périphérie de l'îlot et les cellules bêta qui libèrent l'insuline, il occupe plutôt une position centrale. Alors, l'insuline. Donc, nous avons dit que l'insuline et le glucagon, ce sont les deux hormones qui interviennent essentiellement dans l'homéostasie glycémique. L'insuline, c'est une hormone protéique constituée de 51 acides aminés, répartis en deux chaînes. Comme vous voyez, la chaîne A, qui est constituée par 21 acides aminés, la chaîne B, 30 acides aminés, et nous avons
elle se forme d'abord en proinsuline, ensuite le peptide C, il va être coupé, clivé, donc voilà le site de séparation, et on aura la structure de l'insuline avec deux chaînes, chaîne A et chaîne B avec deux ponts disulfure. Alors comment est synthétisé, quelles sont les étapes cellulaires de la biosynthèse de l'insuline? Donc la première étape, c'est que l'insuline, bien sûr, elle est fabriquée sous forme de précurseur par les polyribosomes. Donc comme vous voyez ici, le numéro 1, c'est une pré-proinsuline. Cette pré-proinsuline, bien sûr, elle est libérée dans les cavités du réticulum endoplasmique et il va y avoir libération de la proinsuline. Ensuite, il va y avoir le transfert de cette proinsuline dans les vésicules de Golgi. Donc l'appareil de Golgi, cette proinsuline, elle va être libérée dans les vésicules de l'appareil de Golgi. Ensuite, il va y avoir scission ou bien séparation de la proinsuline en peptide C et insuline, c'est-à-dire séparation du peptide cible et l'insuline dans les vésicules sécrétoires. Donc vous voyez ici. Ensuite, on a libération de l'insuline et du peptide C par exocytose, comme vous le voyez là. Donc bien sûr, la libération de l'insuline, elle se fait à la demande de l'organisme, c'est-à-dire au signal de l'organisme, l'organisme a besoin de cette insuline. Quelle est l'action physiologique de l'insuline? L'insuline, elle stimule le processus anabolique et la mise en réserve de l'énergie. Elle agit essentiellement sur trois organes cibles. Elle agit sur le foie, elle agit sur le tissu adipeux et sur le muscle strié. Elle agit également sur le métabolisme glucidique, lipidique des divers tissus périphériques. Alors une petite remarque, c'est que la sécrétion d'insuline, comme vous voyez dans ce schéma-là, elle se fait par pic, toutes les 10 minutes, 20 minutes lors d'un repas. Voilà, donc lorsqu'on mange, bien sûr, il va y avoir libération de l'insuline sous forme de pic. Tout ça, c'est pour maintenir l'homéostasie glycémique, c'est-à-dire la concentration du glucose doit rester à une valeur bien définie, autour de 1 g par litre. Alors, nous avons dit que l'insuline elle a un rôle principal sur 3 organes qui sont le foie, le tissu adipeux et le muscle strié. Donc, quels sont les effets sur le foie? Le foie, c'est le siège principal de la néoglucogénèse. La néoglucogénèse, c'est-à-dire la formation ou la fabrication du glucose à partir de précurseurs issus du catabolisme protéique et lipidique, c'est-à-dire à partir des composés non glucidiques. Alors, l'insuline, c'est elle qui va stimuler, elle va activer une glucokinase. Cette glucokinase, c'est une enzyme qui est spécifique du foie. Et elle permet la transformation du glucose en glucose 6-phosphate. Ensuite, ce glucose-là, il sera polymérisé en glycogène. Donc, la formation du glycogène, elle accroît l'effet hypoglycémiant de l'insuline. Donc, en général, l'insuline, elle a un effet sur la glycogénogénèse, c'est-à-dire c'est elle qui permet la formation ou bien la polymérisation en glycogène. L'insuline également, elle stimule la lipogénèse, c'est-à-dire la genèse ou bien la fabrication des lipides. Elle inhibe l'effet cétogène du glucagon. Alors ici, je vais ouvrir une petite parenthèse concernant les corps cétoniques. Alors les corps cétoniques sont synthétisés à partir de l'acétylcoenzyme A dans le foie. Et cette acétylcoenzyme A, elle provient de l'oxydation
des acides gras libres. Ces acides gras libres, ils proviennent du catabolisme des lipides, et ceci dans la mitochondrie du foie. Les corps cétoniques, c'est une sorte, ils sont une sorte d'énergie compensatoire libérée par le foie. Donc, à leur concentration bien sûr bien adéquate, ils sont bénéfiques. Ces corps cétoniques bien sûr, ils vont être libérés généralement par les reins et les urines. Mais s'ils sont produits en excès, ils deviennent toxiques. C'est ce qui provoque l'acidocétose, qui est une complication très sévère de diabète. Elle est provoquée par un manque d'insuline. Donc l'insuline, elle s'oppose contre cette concentration excessive des corps cétoniques dans l'organisme, dans le sang, pour éviter cette pathologie qui est l'acidocétose. Quels sont les effets de l'insuline sur le tissu adipeux? Donc le tissu adipeux, comme vous le savez, c'est le principal réservoir d'énergie de l'organisme et c'est la source des acides gras libres. Donc elle stimule la lipogénèse. Donc toujours ceci dans le but de diminuer le taux de glucose dans le sang ou bien de le faire revenir à sa valeur normale. C'est la seule hormone anti-lipolytique de l'organisme. L'insuline, elle inhibe également la glycogénolyse. La glycogénolyse, c'est la dégradation du glycogène. Si le glycogène est dégradé, bien sûr, il va libérer le glucose. Et le glucose, il va augmenter la glycémie et la protéolyse. L'insuline, elle s'oppose également à l'effet cétogénique du glucagon et favorise l'utilisation périphérique des corps cétoniques. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc, les corps cétoniques, s'ils sont utilisés par les cellules périphériques, c'est bien. Mais s'ils restent stockés, ils peuvent provoquer une pathologie très grave. Au niveau du muscle strié, squelettique et cardiaque, l'insuline, elle stimule la synthèse du glycogène par stimulation de l'exokinase. Alors au niveau du muscle strié et au niveau du tissu adipeux, c'est au lieu d'avoir la glucokinase, nous avons l'exokinase. Donc rappelez-vous, au niveau du foie, nous avons l'enzyme glucokinase qui est spécifique du foie. Alors l'insuline, elle stimule également la glycolyse et elle inhibe la protéolyse et la lipolyse. L'insuline, elle favorise le transport actif des acides aminés à travers la membrane cellulaire. Alors une chose à remarquer, c'est que dans le tissu adipeux, comme dans le muscle strié, il n'y a pas de glucose 6-phosphatase. La glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation du glycogène, aboutit non au glucose, mais au lactate. Contrairement au niveau du foie, la glycogénolyse, elle aboutit au glucose. Le glucose est un substrat énergétique majeur des cellules. Donc, c'est une molécule hydrosoluble. Donc, pour traverser les membranes, il a besoin des protéines spécialisées appelées transporteurs de glucose. C'est ce qu'on appelle GLUT. Donc, ce GLUT, il va permettre la diffusion facilitée du glucose. Donc, si on parle d'une diffusion facilitée, ça ne demande pas d'énergie, donc c'est un transport passif. Donc il y a plusieurs transporteurs de protéines, mais ce qui nous intéresse dans notre cours, on va parler de deux sortes de formes. Le GLUT4 qui est présent principalement dans les tissus adipeux et musculaires, il est contrôlé par l'insuline, il est insulinodépendant, et le GLUT2 qui est présent dans le foie, les cellules pancréatiques, les reins, les intestins, et qui sont régulés par la glycémie et non par l'insuline, c'est-à-dire à des niveaux de glycémie plus élevés, le glucose, il sera transporté par ce type de GLUT qui sont des protéines. Alors maintenant, on va voir le deuxième type d'hormone, qui est le glucagon. Le glucagon, c'est une hormone sécrétée par les cellules alpha-désilodolanguérance.
c'est un peptide constitué de 29 acides aminés. Comme l'insuline, le glucagon circule sous forme libre, non liée à une protéine. Pourquoi? Parce que ce sont des hormones qui sont hydrosolubles. Et le plasma, il est aqueux. Donc, comme l'insuline, il y a d'abord formation d'une pré-proglucagon, ensuite proglucagon et le glucagon. Alors, quels sont les effets du glucagon? Le glucagon, il a des effets antagonistes à celles de l'insuline, c'est-à-dire que le glucagon, il stimule la glycogénolyse hépatique. Il accroît donc la production hépatique du glucose. Dans le cas où on a une hypoglycémie, il va y avoir libération du glucagon qui va faire augmenter la concentration du glucose par le phénomène de la glycogénolyse. Il stimule également la néoglucogénèse, c'est-à-dire formation de nouvelles molécules de glucose à partir des acides aminés et à partir des acides gras libres. Il stimule la cétogénèse, il augmente, si vous voulez, la concentration des corps cétoniques, mais bien sûr à des valeurs bien adéquates. Il inhibe la lipogénèse hépatique et il inhibe la glycolyse. Donc, on peut conclure que l'insuline est la seule hormone hypoglycémiante, alors que le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante. On va voir qu'il existe d'autres hormones hyperglycémiantes, c'est-à-dire qui font augmenter la glycémie. Alors, ce schéma-là, il résume l'action combinée de ces deux hormones, l'insuline et le glucagon, et qui permet la régulation de la glycémie et le maintien d'un taux sanguin de glucose constant et voisin de 1 g par litre de sang. Alors, dans ce premier schéma, vous voyez que en présence de glucose, il va y avoir production d'insuline, l'insuline qui va passer dans la circulation sanguine. Donc, il va y avoir fixation de l'insuline sur les récepteurs spécifiques, ce qui permet l'introduction ou bien la pénétration du glucose, bien sûr, par les glutes qu'on vient de voir, par des transporteurs du glucose dans la cellule, soit la cellule hépatique, soit la cellule du tissu adipeux, soit la cellule musculaire. Et il va y avoir, bien sûr, sous l'action des enzymes, il va y avoir formation du glycogène. Donc, c'est la formation de la glycogénogénèse. Alors, pour le glucagon, c'est l'inverse. En présence, lorsqu'on a une diminution du glucose sanguin, il va y avoir, bien sûr, donc dans la cellule alpha, il va y avoir libération du glucagon. Le glucagon qui va passer toujours comme l'insuline dans le sang et il va y avoir fixation du glucagon sur des récepteurs spécifiques. À ce moment-là, il va y avoir une glycogénolyse cette fois, c'est-à-dire que le glucose au niveau du foie, il va être libéré. Il va y avoir dégradation du glycogène qui se trouve au niveau du foie, au niveau du muscle, etc. Et il va y avoir libération du glucose, donc surtout au niveau de la cellule hépatique, et ce qui va faire augmenter la concentration de glucose dans le sang. Donc voilà ces deux fonctions de l'insuline et de glucagon qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Alors, dans ce schéma-là, vous remarquez que la dégradation et la synthèse du glycogène, parce que pour stocker le glucose, il est stocké sous forme du glycogène. Pour libérer le glucose, bien sûr, on stimule la glycogénolyse. C'est à partir du glycogène que le glucose est libéré. Alors, la synthèse et la dégradation du glycogène, ils sont sous le contrôle de deux enzymes. La protéine kinase A, qui est l'AMP cyclique, elle dépend de l'AMP cyclique, et elle dépend également de la protéine phosphatase, qui dépend de l'insuline, c'est-à-dire insulinodépendant. Alors, sous l'action du glucagon,
ou bien l'adrénaline, ou bien une autre hormone qui fait augmenter la glycémie, il va y avoir stimulation d'une protéine kinase. Donc cette protéine kinase, qu'est-ce qu'elle fait? Bien sûr, il permet la transformation de l'ATP en ADP, c'est-à-dire elle permet le passage d'une phosphorylase kinase inactive en phosphorylase kinase active, c'est-à-dire qu'elle va activer une phosphorylase kinase en lui rajoutant une molécule du phosphore. Et c'est cette forme active qui inhibe, qui permet la dégradation du glycogène. C'est-à-dire qui permet la dégradation, ce qui fait augmenter la concentration du glucose dans le sang. Alors, pour inhiber l'arrêt de la synthèse du glycogène, c'est-à-dire si on veut inhiber la glycogénogénèse, cette protéine kinase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle inactive une protéine qui est la glycogène synthétase, c'est-à-dire la glycogène synthétase qui est active, cette protéine kinase, elle la transforme en glycogène synthase inactive en lui rajoutant un ion phosphore, ce qui provoque l'arrêt de la synthèse du glycogène. Et si bien sûr il y a un arrêt de la synthèse du glycogène, le glucose il est toujours là dans le sang. Alors au niveau avec l'insuline, c'est le contraire. Elle stimule une protéine phosphatase, parce que cette protéine phosphatase elle est insulinodépendante. À ce moment-là, la phosphorylase kinase, elle se transforme de la forme active en forme inactive sous l'action de cette protéine, ce qui va inhiber la dégradation du glycogène, ce qui va laisser le glucose polymériser sous forme de glycogène. La même chose pour pour la glycogène synthétase, la protéine phosphatase, elle permet la transformation de la glycogène synthétase de sa forme inactive en forme active. Et c'est cette forme active qui permet la synthèse du glycogène dans le but de diminuer la concentration du sucre dans le sang. Alors la régulation de cette glycémie. Il y a une régulation de composantes qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Une composante endocrine et une composante nerveuse. La composante endocrine, il y a des facteurs hypoglycémiants. Donc nous avons dit que l'insuline c'est la seule hormone hypoglycémiante. Et des facteurs hyperglycémiants, il y en a beaucoup. Il y a le glucagon, il y a l'adrénaline, les glucocorticoïdes, les hormones de croissance, les hormones thyroïdiennes, tout ça, on les a vus dans les vidéos précédentes. Donc ce sont des facteurs qui font augmenter la glycémie. La régulation nerveuse, le système bien sûr parasympathique, il est insulinosécréteur, c'est-à-dire il va y avoir le système parasympathique qui fait diminuer la glycémie. Au contraire, le système sympathique, il est adrénalino-sécrétion, c'est-à-dire il augmente la glycémie. Donc voilà en général un petit peu tout ce qui est en relation avec le contrôle glycémique. Donc on va rester là dans cette vidéo et on va parler de la pathologie d'un dérèglement de cet équilibre dans d'autres vidéos, Inch'Allah.